Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Afrique Média, la télévision panafricaine. C'est le journal africain, le sommaire. En Libye, la candidature du fils de l'ex-guide de la révolution libyenne, Saïf al-Islam Kadhafi, a donc été rejetée. L'annonce a été faite par la commission électorale libyenne le mercredi 24 novembre 2021. Elle a donc annoncé avoir rejeté la candidature de Saïf al-Islam. Toujours du côté de la Libye, le nouveau procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, dit vouloir déterrer les dossiers de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis du côté de la Libye. Le nouveau procureur de la CPI entend faire de ce dossier libyen son cheval de bataille. Toujours au long de cette édition du journal africain, on ira du côté de l'Égypte où l'armée française est vraisemblablement au cœur d'un nouveau scandale en ce qui concerne le bombardement des civils. L'armée française aurait aidé l'armée égyptienne a bombardé des civils du côté de la Libye à la place des terroristes. Nous parlerons de ces actualités avec notre invité Gamal Abina qui est expert en question du Maghreb. On ira également au long de cette édition du journal africain du côté de la Côte d'Ivoire où la riposte du camp de Guillaume Soro en ce qui concerne la plainte déposée par Michel Gbagbo du côté de Paris, plainte en ce qui concerne les événements de la crise post-électorale de 2010 et 2011 du côté de la Côte d'Ivoire. Le camp de l'ex-président de l'Assemblée nationale a donc décidé de riposter toujours du côté de Paris. Également, au long de cette édition, on parlera de cette information qui nous vient du Sénégal en ce qui concerne la reprise du poste de Premier ministre suspendu après l'élection, la première de Macky Sall, président de la République. Le chef de l'État a donc annoncé le retour de ce poste en ce qui concerne l'exécutif du côté du Sénégal. Nous parlerons de cette actualité avec Abdoulaye Mbo en direct de Dakar. Nous parlons donc de toutes ces actualités avec vous et nos invités dans cette nouvelle édition du Journal africain. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média pour cette autre édition du Journal africain. Chers téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous. L'édition de ce soir, nous la débuterons du côté de la Libye où quelques jours seulement après avoir déposé sa candidature, elle a donc été rejetée par la commission électorale du côté de la Libye. C'est bien sûr la candidature de Saïf al-Islam, fils de l'ancien guide de la révolution libyenne assassiné par les bombes de l'OTAN. Plus de détails dans ce reportage que signe Linda Ndedi. Saïf al-Islam Kadhafi ne sera pas de la course au fauteuil présidentiel prévue pour le mois de décembre en Libye. Le procureur général de Libye a donc rejeté hier mercredi 24 novembre la candidature du fils de l'ancien guide libyen. Le bureau du procureur général du pays a examiné les candidatures à cette consultation électorale et en a éliminé plusieurs, parmi lesquelles celle de Saïf al-Islam Kadhafi et de 3 autres personnes pour des questions juridiques. Il va sans dire simplement que les 4 personnalités ne remplissent pas les conditions d'éligibilité. Cependant, selon l'agence TASS, la Haute Commission électorale nationale de Libye a indiqué qu'elle n'avait encore reçu aucun document officiel sur l'exclusion de tout candidat ayant soumis une candidature pour participer à l'élection présidentielle prévue pour avoir lieu le 24 décembre de cette année. Selon un rapport de l'agence turque Anadolu, citant justement une source anonyme, la décision d'exclure Kadhafi a été prise sur fond d'une éventuelle condamnation pour crime de guerre. Il lui serait donc reproché de ne pas avoir encore présenté d'évidence que la décision de justice a été annulée ou abandonnée. En effet, le fils de l'ancien dirigeant libyen a été arrêté par un groupe armé du pays en 2011 et emprisonné dans la ville d'Alzington, à l'ouest de la Libye. Il a ensuite été jugé devant la justice libyenne. Dans cette même année, la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt à son encontre pour crime de guerre. On reste en Libye pour continuer d'évoquer ces affaires de crimes de guerre, mais cette fois-ci, c'est la Cour pénale internationale qui décide de se saisir de ce dossier-là par l'intermédiaire du procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan, qui a indiqué mardi dernier au Conseil de sécurité de l'ONU espérer pouvoir se rendre au début de l'année prochaine en Libye, où ces équipes n'ont pas encore pu aller en raison de la pandémie de Covid-19 et de l'insécurité dans le pays. Au début de l'année prochaine, si les conditions le permettent, j'ai l'intention d'aller en Libye, a déclaré le procureur britannique aux 15 membres du Conseil lors
d'une réunion consacrée à la Libye à la Cour pénale internationale, la CPI, enquête depuis longtemps sur les crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis en Libye ainsi que sur des abus commis contre des migrants. Dans ce cadre, le fils de l'ex-leader Muammar Kadhafi, Saïf al-Islam, candidat à l'élection présidentielle en Libye prévue le 24 décembre, est recherché depuis 2011 par la CPI pour crimes contre l'humanité, une perspective qui risque de fausser le calendrier libyen qui ouvre une nouvelle ère avec l'élection présidentielle du 24 décembre prochain et à laquelle la candidature de Saïf al-Islam Kadhafi a été rejetée. Les Libyens qui le détenaient après son arrestation avaient déjà refusé de le remettre à la CPI, une cour à laquelle s'était opposée l'Union africaine lorsque tentait d'avoir Omar el-Béchir, le président déchu du Soudan, en raison de sa partialité. Il est reproché à la cour de ne poursuivre essentiellement que des dirigeants africains, alors que d'autres responsables occidentaux pouvaient bien faire l'objet de poursuites pour des crimes similaires. On va rester dans la zone du Maghreb, mais cette fois-ci, on prend la direction de l'Égypte où l'armée française est une fois de plus empêtrée dans un nouveau scandale. La ministre des Armées, Florence Parly, a demandé l'ouverture d'une enquête suite à la publication d'un article de Disclose. Selon le site d'investigation, l'Égypte utiliserait les renseignements fournis par la France pour bombarder des trafiquants à la frontière libyenne et non les djihadistes. L'accord était à l'origine secret en 2016. La France et l'Égypte engagent une opération nom de code Sirli. Objectif, détecter la présence des groupes islamistes le long de la frontière avec la Libye. Une équipe française dotée d'un avion espion et de quelques analystes était chargée d'écouter les conversations interceptées le long de cette frontière particulièrement poreuse. Il s'agissait d'évaluer la menace terroriste, mais selon le site d'investigation Disclose, l'équipe française se serait rapidement rendu compte que les informations recueillies servaient surtout à cibler des civils soupçonnés de contrebande. Au moins 19 bombardements menés par les Égyptiens seraient ainsi liés à des renseignements français. Suite à ces révélations, la ministre des Armées a sollicité l'ouverture d'une enquête. Elle doit porter sur 2 volets, a précisé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. À l'issue du Conseil des ministres, la justice va être saisie sans délai sur le premier volet, la violation flagrante du secret de la défense nationale. Mais l'enquête interne devra également vérifier que les règles qui avaient été fixées pour cette coopération en matière de renseignement, les mesures qui avaient été prises pour qu'elles soient appliquées ont effectivement été mises en œuvre dans le cadre de la coopération entre la France et l'Égypte dans les domaines du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. L'utilisation des moyens répond à des exigences strictes et définies très précisément connues de notre partenaire et régulièrement rappelées, a noté Gabriel Attal. Soyons extrêmement clairs, les problématiques domestiques sans rapport avec la lutte contre le terrorisme n'entrent aucunement dans le champ de cette mission de renseignement. Paris se trouve dans une situation délicate. En effet, si l'Égypte est un partenaire clé de la France, elle est aussi, en matière de vente d'armes, l'un de ses plus gros clients. Nous sommes donc avec notre invité, Gamal Abina, qui est expert en questions du Maghreb. Bonsoir à vous, Gamal Abina. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision panafricaine pour cette édition du Journal africain. Eh bien, tout d'abord, Gamal Abina, la candidature de Saïf al-Islam a donc été rejetée par la commission électorale du côté de la Libye. Quel risque peut avoir le rejet de cette candidature sur l'avenir politique de la Libye? Alors, la candidature Saïf al-Islam a été rejetée effectivement, mais pas seulement que lui. Le deuxième grand leader de la Jameria, qui était Bachir Saleh, qui était l'homme, on l'appelait le monsieur finance de la Libye aussi, a été écarté. Donc tous les Kadhafistes ont été écartés pour des motivations complètement fantaisistes, à savoir ce que les hommes de guerre, qui au niveau des tribunaux libyens ont été écartés. On parle plus de guerre puisqu'il n'a pas été établi qu'il aurait ou commandé ou perpétré des crimes de guerre, puisqu'ils étaient en situation inverse, ils étaient attaqués. Mais surtout, et c'est le plus important, de rappeler que cette élection, qui devait soit apaiser la relation interlibyenne, s'en trouve largement discréditée, puisque le 24 décembre, nous aurons le droit à un concours de personnes, 90 semble-t-il en tout. Je crois qu'ils ont écarté 25 personnes à la course à la présidentielle, mais des personnes qui ne sont pas des gens qui fédèrent la sympathie autour d'elles et encore moins considérées comme étant pro-libyennes. Aurait commis des crimes de guerre, à part la CPI qui le maintient, évidemment, la CPI dans son rôle,
En Libye, ça n'a pas été établi ni maintenu. En revanche, un criminel de guerre qui a été dénoncé par Human Rights Watch, qui n'est pas une organisation pro-arabe, on le sait très bien. On parle du général Haftar, ça a été établi plusieurs fois qu'il a envoyé ses troupes massacrer les populations pro-calafistes. Là, ce monsieur est maintenu à l'élection. Donc, on est d'accord pour maintenir un type dont il est établi qu'il a commis des crimes de guerre, et on écarte un homme qui est un nationaliste libyen, qui n'a pas fait de crimes de guerre, il n'y a pas eu de preuve ni quoi que ce soit qu'il établit, mais qui est écarté pour des raisons politiques évidentes. Et donc, entre lui et Bachar Saleh, on se rend compte qu'effectivement, l'objectif n'est certainement pas de ramener la paix civile, et encore moins une élection qui soit, avec les normes occidentales, démocratique. Ce qui est démocratique, c'est ce qui représente l'ensemble de la population. Et là, avec le fait d'écarter les anciens kadhafistes, eh bien, on en renvoie deux signaux très dangereux à la population libyenne, à savoir, on choisit qui seront les candidats qui auront le droit à concourir à cette élection. Ça, c'est une chose qui est très claire. On ne veut plus entendre parler Kadhafi ni de sa famille, qu'on a assassiné pour la moitié, je le rappelle. Et puis, deuxième chose, on explique aux Libyens que de toute façon, vous ne choisirez pas et vous n'aurez pas le droit de voter pour lui, puisque la plupart des 40% Libyens qui sont partis à l'étranger n'auront pas le droit de vote, c'est à peu près sûr maintenant, puisque de toute façon, celui pour qui ils auraient voté a été écarté de la course à la présidentielle. Donc, c'est deux choses inquiétantes dans la mesure où on voulait ramener la paix civile après 10 ans de guerre civile organisée, alimentée et parfaitement conduite par l'Occident et par les ennemis de la Libye, hein, très clair. Donc tout le monde y a été de son bateau, entre l'Égypte, les États-Unis, la France, l'Italie, bref, l'ancienne puissance coloniale, pour des raisons évidemment de liquidation d'un personnage qui leur posait problème, mais pas seulement. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des richesses considérables en Libye qui sont actuellement volées, non pas exploitées, mais volées, puisqu'il n'y a plus personne pour gérer les comptes de l'État. Et à côté de ça, on écarte les candidats qui se présentent à l'élection démocratique, parce qu'effectivement, la démocratie en Occident ne plaît que si le candidat qui est élu est un candidat qu'on va aimer. On a l'exemple qui s'est arrivé à mieux valu qu'il perde. Et bien, lui, c'est pareil. On prend même pas le risque de laisser le candidat se présenter. On préfère l'écarter par anticipation. Comme ça garantit effectivement que l'élection soit une farce, et ce sera une farce, et que le dictateur qui va émerger de cette élection, qui s'appelle Haftar, sera évidemment soutenu par un autre dictateur très connu, l'Égyptien, pour pouvoir satisfaire les besoins de l'Occident et le recadrage d'une Libye qui redeviendra comme du temps du roi, de l'ex-roi, puisqu'il avait été écarté en 1er septembre 69 par Kadhafi, l'ex-roi Idriss, donc de la famille Sénoussi, qui était un véritable, un larbin de l'Occident, quoi. Eh bien, on va avoir un nouveau larbin qui prendra la place. C'est fini la Libye indépendante. Cette élection sera une farce et ne conduira évidemment pas, comme en 2012-2014, à un apaisement des tensions, mais à une guerre civile qui risque de continuer et de durer très longtemps. Eh bien, Gabal Abina, vous faites donc bien de parler de ces crimes contre l'humanité et crimes de guerre perpétrés du côté de la Libye. On le disait, le nouveau procureur de la CPI, le Britannique Karim Khan, a donc décidé, et en tout cas il a fait la proposition au Conseil de sécurité de se rendre en Libye justement pour continuer d'investiguer sur ces affaires de crimes contre l'humanité. Et la candidature de Saïf al-Islam a été rejetée. Est-ce que d'après vous, il y a des chances de revoir Saïf al-Islam sur les bancs de la CPI l'année prochaine? Non, il n'ira pas au banc de la CPI. Il faudrait vraiment, c'est déjà tellement minable de l'écarter de l'élection. Ensuite, moi, ça me gêne d'entendre parler, je vous cache pas, de crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité était consacré en 45-46 avec Nuremberg. Le crime contre l'humanité, ça consiste à dire quoi? Qu'on extermine une population de façon mécanisée et barbare, ce que les ont fait avec les Juifs et avec les Ziganes, parce qu'on oublie toujours les Ziganes aussi, et avec les Russes, on oublie les Russes. Donc cette mécanique de ce qu'on appelle de l'industrialisation de la mort par des usines de la mort, qui étaient les camps de concentration, a consacré ce terme. En Libye, il n'est pas en aucun cas question de crime contre l'humanité, mais de crime tout simplement, de crime de masse, d'actions criminelles, de barbarie, c'est vrai, mais pas de crime contre l'humanité. Parce que les visées exterminationnistes, en l'occurrence, pour des raisons ethniques, n'existent pas. Les Libyens sont tous arabo-musulmans, sont tous pour partie berbères, mais en aucun cas il y a d'objectif d'extermination d'une population en raison de son ethnie. Par contre, ce qui est établi, c'est qu'il y a bien eu des crimes qui ont été faits, et le problème, c'est qu'on envoie un Britannique, encore une fois, encore une ancienne puissance coloniale, à faire sa petite enquête orientée, puisqu'évidemment, l'objectivité d'un Britannique, je peux largement la mettre en question, hein,
faire une enquête pour savoir qui était le criminel. Bon, je vous le donne dans le mille. Le criminel sera forcément le kadhafiste, sera forcément ou Kadhafi ou son fils ou son frère qui est assassiné, mais en aucun cas ce sera leur petit agent, le général Haftar. Lui, par contre, c'est pas un criminel. Il peut tuer des gens parce que soi-disant il y aurait eu des écarts de la part d'un de ses caporaux, mais que lui n'aurait pas été à la commande ou n'aurait pas donné d'ordre direct. Parce que la question d'établir un crime, c'est qui donne les ordres. Et en l'occurrence, ce ne sera pas le cas. Ensuite, concernant les crimes qui ont été perpétrés en Libye, ils sont bien réels. Ils ont commencé d'abord par le premier des crimes, c'est le bombardement massif de l'OTAN qui prétendait défendre les populations civiles libyennes, mais qui, étrangement, une fois qu'on a assassiné Kadhafi en octobre 2020, du jour au lendemain se désengage et laisse les Libyens se massacrer entre eux en leur donnant un petit peu d'armement, quand même, il faut les aider pour qu'ils puissent se tuer, mais en aucun cas en rapportant la paix civile. Donc le modèle de démocratie, de protection des populations civiles et en plus le modèle soi-disant de bien-être, de vivre en sécurité dans les conditions normales de vie de n'importe quel citoyen mondial, en l'occurrence, ces conditions ne sont pas réunies et ça ne les intéresse pas de les réunir. Par contre, le pétrole, lui, continue à sortir de Libye. Là, il n'y a pas de problème, c'est très sécurisé. Donc, pour répondre clairement à votre question, qu'un homme qui vient d'Angleterre vienne enquêter pour essayer de savoir qui était le criminel et qui aurait perpétré des crimes contre l'humanité, ce qui n'est pas le bon terme, c'est aussi ridicule que de demander à un violeur d'enfant d'aller s'occuper d'une école maternelle. Il faut être un petit peu sérieux. Donc je ne crois pas en aucun cas aux conclusions de l'enquête qui soient sérieuses, réelles et objectives. Je pense qu'elle sera malheureusement orientée et que s'il n'obtient pas les preuves à charge contre les Kadhafi qu'ils auraient été des criminels pour justifier du fait d'écarter Saïf el-Islam de l'élection présidentielle, eh bien il n'y aura pas grand-chose qui sera fait. Gageons qu'effectivement, le dictateur qui sera à la tête de la Libye, avec ces fausses élections qui vont être conduites au mois de décembre, s'ils arrivent à les maintenir, évidemment, imaginons bien qu'il n'aura jamais d'inquiétude avec les CPI, qu'il ne sera jamais inquiété par qui que ce soit. Puis, pour en finir, la dernière personne qui avait été inquiétée il a fait quelques années de prison quand même, que finalement, rien ne lui était reproché et que toute sa accusation était fausse. Ce sera la même chose pour Saïf el-Islam. S'ils lui mettent la main dessus, ce que je ne souhaite pas, il n'aura absolument aucun chef d'inculpation qui pourra être validé en termes d'enquête et confirmer effectivement qu'il aurait perpétré le moindre crime. Ce ne sera pas le cas d'Haftar. Donc je suis très inquiet pour la Libye. Si Haftar arrive aux commandes, ce sera une catastrophe pour le pays. Et de toute façon, ça ne ramènera en aucun cas la paix civile. Eh bien, Gamal Abina, on va rapidement sortir avec cette troisième information qui concerne cette fois-ci l'Égypte. En ce qui concerne les publications faites par le site d'investigation Disclose qui font état de ce que la France aurait aidé l'Égypte à bombarder des civils du côté de la Libye. Cette affaire qui ne cesse depuis quelques jours d'ébranler les fondements du pouvoir du côté de l'Égypte, également du côté de Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors bon, déjà pour commencer, la France qui vend des armes, c'est un des principaux vendeurs d'armes au monde, n'est pas responsable de ce que font les Égyptiens avec leurs armes. Ça, c'est une réalité. Je suis évidemment contre le fait qu'on assassine des populations civiles, mais ce qui pose problème, c'est pas le fait que la France soit complice. Sa complicité est établie partout où elle vend des armes. Ce qui pose problème, c'est le fait que les records de vente d'armes en Égypte, et les rafales viennent d'être signés, semble-t-il, conduisent effectivement à s'interroger sur le fait qu'il n'y a aucune éthique dans la vente d'armes. Les Français sont co-responsables, comme il y avait été d'ailleurs avec le massacre au Rwanda, où ils savent qu'ils vendent des armes à un criminel, je parle du général Al-Sisi, qui va bombarder des populations civiles en Libye pour des raisons absolument fantaisistes de trafic ou je ne sais quoi, que ce dictateur qui n'a jamais été élu mais qui a fait des élections farces à 98% comme d'habitude est un criminel, c'est établi, il a tué 10 000 personnes pour arriver au pouvoir quand même, c'est pas rien, et qu'on vend des armes à des gens qui sont peu recommandables. Alors quand vous vendez des armes à des dictateurs qu'on voudrait faire passer pour des gens honnêtes, on dit que c'est des présidents, et quand vous ne vendez pas d'armes ou alors que vous faites des blocus ou que vous vendez des armes mais avec la pince sur le nez à des gens qu'on considère comme étant des ennemis politiques, on dit que ce sont des régimes ou des dictateurs. Donc il y a toujours un vocabulaire à géométrie variable en fonction de son interlocuteur. Al-Sisi est un dictateur, on l'appelle président. Kadhafi était un homme qui était respecté par sa population avec un système innovant politiquement, on l'appelle dictateur. Donc oui, il y a une co-responsabilité de la France dans la mise en place d'armes pour faire des décorations. Et de l'autre côté, ils font semblant d'être impressionnés, mais j'ai envie de vous dire simplement, les Français sont coutumiers du fait. C'est pas la première fois qu'ils vendent des armes à des criminels de guerre. Et pour autant,
pendant la guerre Iran-Irak, par exemple, ils ont des armes des deux côtés. Donc, mais pour autant, la seule chose qu'on peut retirer de cette affaire, c'est que l'argent n'a pas d'odeur, que les principes n'ont aucun intérêt dans le rapport de vente d'armes et que le but des pays dans l'absolu, parce que c'est le principal poste de richesse pour tous les pays industriels, c'est le maximum de vente d'armes dans le monde. La France ne fait pas exception à la règle. Les principes humains n'existent pas dans la vente d'armes. La seule chose qui existe, c'est de garantir effectivement que les usines françaises tournent à plein régime. C'est le cas aujourd'hui. Après, ce scandale va être endormi comme de bien entendu. On aura des explications alambiquées du côté égyptien qui va justifier de la barbarie. Cette même Égypte qui soutient Haftar, rappelons-le. Et nous nous rendrons compte très rapidement qu'on verra aussi ces mêmes armes qui vont être disséminées un peu dans le Sud-Soudan et qui vont rejoindre les rebelles du Tigré pour aller massacrer les populations d'Éthiopie. Donc c'est pas une surprise. Les Français savent ce qu'ils font, mais je le répète à nouveau, le responsable in fine, c'est le dictateur qui les utilise, malgré tout. Et les Français sont co-responsables dans la mesure où ils savent qu'ils vendent des armes à des barbares. Merci à vous, cher Gamal Abina, de nous avoir apporté vos précisions sur ces sujets. On sortira définitivement du Maghreb par le royaume chérifiant, celui du Maroc, avec cette nouvelle de la coopération fructueuse entre le Maroc et la Banque africaine de développement qui a annoncé un soutien aux PME marocaines. Plus de détails dans ce reportage de Linda Ndedi. 120 millions d'euros, c'est la somme que va accorder la Banque africaine de développement aux entrepreneurs marocains affectés par la crise de Covid-19. Ceci pour mettre en œuvre le programme d'appui à l'inclusion financière et l'entrepreneuriat et aux très petites et moyennes entreprises. Le conseil d'administration de l'institution a validé cette décision le 24 novembre 2021, c'était à Abidjan, Côte d'Ivoire. L'appui de la banque aidera les entreprises en difficulté à relancer leurs activités et à préserver les emplois dans le but de réussir la sortie de crise liée à la pandémie de Covid-19. Pour le responsable de la Banque de développement pour le Maroc, Ashraf Hassan Tarsim, il s'agit de relancer et inclure. C'est la poursuite de cette double priorité qui permettra de redynamiser l'activité, de protéger les emplois et de retrouver la croissance. Il a affirmé que le financement vise à soutenir des jeunes et des femmes entrepreneurs et des très petites et moyennes entreprises qui jouent un rôle incontournable dans la dynamique de relance avec plus de 70% des emplois créés. Le programme appuiera les réformes en matière d'inclusion financière afin de faciliter l'accès du financement pour les ménages et les très petites et moyennes entreprises. Il contribuera aussi à diversifier les sources de financement qui leur sont offertes en renforçant le caractère inclusif du marché des capitaux. Selon le directeur du département du développement du secteur financier à la Banque africaine de développement, Stéphane Naletambi, de grandes priorités sont poursuivies, notamment diversifier l'offre de financement à destination des très petites et moyennes entreprises et approfondir les marchés financiers grâce à des instruments comme la titralisation et le crowdfunding. Il a souligné que la seule ambition de la banque est de renforcer la dynamique d'inclusion financière des entreprises. Notons que depuis plus d'un demi-siècle, l'engagement du groupe de la Banque africaine de développement au Maroc s'élève à plus de 12 milliards de dollars américains. Ces interventions couvrent les secteurs de la santé, de l'énergie, de l'eau, des transports, du développement humain, de l'agriculture et, bien évidemment, d'autres secteurs. Il avait annoncé son intention lundi dernier sur son compte Twitter de se rendre en première ligne pour coordonner les attaques. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est donc passé de la parole aux actes. L'information a été révélée, rendue officielle par la télévision d'État éthiopienne qui faisait état de ce que le Premier ministre serait sur le champ de bataille pour coordonner les troupes. Plus de détails dans ce reportage que signe Émilie Kiton. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est au front pour aider ses troupes à stopper l'avancée des rebelles tigréens et Oromo. La nouvelle a été annoncée sur la télévision publique. Le chef du gouvernement avait annoncé en début de semaine qu'il se rendra sur le champ de bataille après que les rebelles ont déclaré qu'ils étaient à moins de 200 km de la capitale du pays, Addis Abeba. Actuellement, c'est le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen, qui gère de façon temporaire les affaires courantes du gouvernement. Pour l'instant, aucun autre détail n'a été donné, comme par exemple combien de temps le numéro 2 du pays assurera l'intérim
ou sur quel camp de guerre se trouve Abiy Ahmed. Les combats continuent entre les rebelles et l'armée fédérale. La force de sécurité a annoncé avoir repoussé les rebelles sur le front Est, dans la région Afar, et avoir tué une dizaine de leurs commandants. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le 24 novembre 2021 au cessez-le-feu depuis la Colombie, où il est en visite, 5 ans après la signature des accords de paix. Selon Antonio Guterres, ce cessez-le-feu devrait permettre un dialogue inter-éthiopien pour résoudre la crise et permettre à l'Éthiopie de contribuer de nouveau à la stabilité de la région. L'annonce du départ au front du chef de l'exécutif a notamment trouvé un écho dans la communauté sportive éthiopienne. La superstar de la course de fond Haile Gebrselassie fait partie de ceux qui ont répondu à l'invitation du Premier ministre. Le double champion olympique reconverti en homme d'affaires pourrait rejoindre Abiy Ahmed au front, a-t-il laissé entendre. Au début du mois, le Premier ministre Abiy Ahmed avait appelé les civils à rejoindre l'armée afin d'aider à combattre les rebelles tigréens dans une guerre qui dure depuis plus d'1 an. C'est un nouveau rebondissement dans ce feuilleton judiciaire opposant le fils de l'ancien président de la République ivoirienne Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, à l'ex-président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro a donc refusé une nouvelle fois de comparaître devant la justice française pour ce dossier dans lequel Michel Gbagbo, fils de l'ancien président ivoirien, l'accuse de séquestration. En 2011, en Côte d'Ivoire, ses avocats justifient. Il y a 9 ans, Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président ivoirien, avait porté plainte en France, notamment contre l'ancien Premier ministre Guillaume Soro pour enlèvement, séquestration, traitement inhumain et dégradant pour son arrestation en 2011 du côté de la Côte d'Ivoire. Nouveau rebondissement dans cette affaire hier, après plusieurs tentatives de l'entendre, qui n'avait pas été couronné de succès durant toute cette année. La juge d'instruction en charge du dossier avait à de nouveau convoqué hier Guillaume Soro, qui a refusé une nouvelle fois de comparaître devant la justice française sans confirmer ou infirmer sa présence sur le sol français en ce moment. Ses avocats ont sorti peu après un communiqué qui explique ce refus. Immunité de fonction, souveraineté de l'État ivoirien, sa défense dénonce un acte qu'elle qualifie d'illégal et qui méprise selon elle le droit international coutumier. La règle, c'est la coutume internationale qui s'applique. C'est que le Premier ministre bénéficie d'une immunité de juridiction. Il ne peut être jugé en France pour des actes commis en sa qualité de Premier ministre en Côte d'Ivoire lors de ses fonctions et dans le cadre de ces mêmes fonctions, explique maître Robin Bansard, l'un de ses avocats. Il a ensuite dénoncé un véritable harcèlement judiciaire contre son client. C'est la 4e convocation en 8 ans qui est adressée à M. Guillaume Soro. Alors que la position du procureur est très claire, cette procédure est illégale. L'immunité s'oppose à ce que Guillaume Soro soit convoqué et pourtant, le juge d'instruction, contre l'avis du procureur, contre l'avis de la Cour de cassation, persiste à convoquer M. Guillaume Soro. C'en est assez. La défense de Guillaume Soro a donc décidé de contre-attaquer en déposant une requête en nullité pour obtenir l'arrêt de toutes ces procédures, explique maître Bansard, qui viole selon lui les règles applicables en la matière. Nous sommes avec maître Nicole Sim, avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous, maître. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, en ce qui concerne ce dossier, le camp Guillaume Soro a donc décidé de passer à l'offensive. Est-ce que vous, en tant que personnel du droit, vous en tant qu'expert du droit, vous comprenez l'angle de défense proposé par le camp de Guillaume Soro? Eh bien, nous avons quelques petits soucis de connexion avec Abidjan. On va donc sortir de la Côte d'Ivoire pour prendre donc la direction du Sénégal pour parler de la recréation, si on peut le dire ainsi, du poste de Premier ministre, un poste qui avait été supprimé par le président de la République, son Excellence Macky Sall, lors de sa première investiture. Il a donc décidé de remettre sur pied le poste de Premier ministre. Plus de détails dans ce reportage que signe Émilie Quiton. Au Sénégal, le président Macky Sall souhaite rétablir le poste de Premier ministre. La nouvelle a été annoncée dans un communiqué après le Conseil des ministres du 24 novembre 2021. Le communiqué indique que cette restauration
vient adapter l'organisation du pouvoir exécutif à un nouvel environnement économique et sociopolitique. Il s'accompagne notamment de la réintroduction de la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale et le pouvoir de dissolution de celle-ci dévolu au président de la République. Le président Macky Sall avait pris de court en supprimant ce poste il y a 2 ans et demi. La réforme contestée par l'opposition n'avait pas été évoquée durant la campagne pour la présidentielle de 2019. Objectif affiché du chef de l'État à l'époque, gagner en efficacité. Le changement du chef de l'État sénégalais ouvre la voie à un débat notamment concernant sa succession. L'on se pose également la question de savoir qui sera nommé à ce poste stratégique. Les spéculations ont débuté en l'absence du chef de l'État qui est actuellement en République démocratique du Congo sur invitation de son homologue Félix-Antoine Tshisekedi. On vous retrouve donc en direct de Dakar, Abdoulaye Mbo, pour commenter cette actualité. Eh bien, le président de la République a donc décidé de restaurer le poste de Premier ministre. Est-ce une nécessité d'après vous, ou bien tout simplement vous partagez l'avis de ceux qui pensent que cette réinstauration est une manœuvre politique? Merci à vous, Junior. Heureux de vous retrouver sur le plateau d'Afrique Média. Il faut quand même dire d'emblée que la restauration justement du poste de Premier ministre sera justement la 5e réforme constitutionnelle en 9 ans de magistère du président Macky Sall. Il semble également que la Constitution semble être un cahier de brouillon au Sénégal, et parce qu'en réalité, à cause de manœuvres d'approche politique et politicienne, justement, on se permet justement de faire certaines réformes qui ne sont pas véritablement d'envergure nationale. Aujourd'hui, plus que jamais, le président Macky Sall, durant toute la campagne présidentielle en 2019, à sa réélection, à sa prestation de serment, à son installation en tant que président de la République du Sénégal pour un second mandat, il n'avait jamais parlé de suppression justement du poste de Premier ministre. Donc cela avait surpris tous les Sénégalais lorsqu'il avait annoncé justement pour des besoins d'efficacité et d'efficience dans l'action gouvernementale, justement la suppression du poste de Premier ministre. Il parlait de fast-track dans l'action gouvernementale. Au bout de 2 ans, il annonce justement le retour du poste de Premier ministre. Ce qui veut dire en réalité, compte tenu de ce que nous avons lu dans le conseil, dans le communiqué du Conseil des ministres, parlant justement ou s'arrogeant le pouvoir, de pouvoir en tout cas dissoudre l'Assemblée nationale, cela montre et démontre encore une fois que la suppression était à caractère et à calcul politicien, parce qu'en réalité, il fallait mettre de côté toutes ces personnalités politiques qui pouvaient être considérées comme de probables dauphins. Il fallait couper la tête à toutes ces personnes justement qui justement commençaient à émerger au niveau de sa formation politique, pour ne pas dire de sa coalition politique. Et aujourd'hui, le retour du poste de Premier ministre nous amène à dire, à penser, à pouvoir croire qu'en réalité, le calcul est encore politicien. Parce qu'en réalité, il n'a pas en ligne de mire les élections locales et départementales, mais plutôt les élections législatives prévues la même année. Donc, est-ce qu'il aura la majorité? Est-ce qu'il n'aura pas la majorité? Je crois bien que ce sont des questions qu'il est en train de se poser, et pour aller dans le sens, en tout cas, de restaurer le poste de Premier ministre en se donnant justement le pouvoir de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, la majorité qui pourrait tomber justement sur l'escarcelle de l'opposition sénégalaise, voudrait dire qu'en réalité, on pourrait même assister justement à ce bicéphalisme au sommet de l'État qui avait justement conduit à l'arrestation du président Mamadou Dia 2 ans après l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, autrement dit à la date du 17 décembre 1962, par rapport justement à ce problème entre le président de la République, M. Léopold Sédar Senghor, et le président du Conseil, M. Mamadou Dia. Il est vrai que nous ne sommes plus dans le même régime présidentiel, d'approche présidentielle, mais dans tous les cas, aujourd'hui, il me semble, en tout cas, qu'il est en train de manœuvrer, et même si certains de ses affectés annoncent en réalité que cela est dû parce qu'il doit être le futur président de l'Union africaine, mais ma foi, il savait pertinemment qu'il avait un calendrier national et international très chargé, donc supprimer le poste de Premier ministre n'avait aucune utilité et par rapport justement à ce qui a été considéré comme une erreur justement d'approche du président Macky Sall au niveau de sa gestion au Sénégal. Eh bien, Abdoulaye Mbo, à vous entendre, il semble désormais acté que ce
c'est bien sûr une manœuvre politique engagée par le président de la République, un subterfuge pour peut-être duper ou bien se positionner en ce qui concerne l'élection présidentielle à venir. Mais étant donné que la décision semble désormais actée, est-ce que du côté du Sénégal, on a des noms qui circulent en ce qui concerne le futur Premier ministre? Effectivement, il y a toujours justement cette météo populaire, pour ne pas dire cette météo journalistique, qui véritablement nous pousse à, en tout cas, comment dire, faire allusion à des personnalités politiques. L'on peut citer l'ancien ministre des Finances, qui aujourd'hui est le coordonnateur national de la coalition présidentielle en perspective des élections départementales et municipales. Je veux nommer justement M. Amadou Ba. Il y a également cette probabilité par rapport au retour justement de l'ancienne première ministre, qui n'est autre que Mme Mimi Touré, qui aujourd'hui en tout cas semble avoir fumé le calumet de la paix avec justement le président Macky Sall, compte tenu de ces dernières déclarations faites au nom de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais également d'autres noms qui circulent. Mais l'un dans l'autre, quelle que soit la personnalité qui sera choisie par le président Macky Sall à l'issue de cette énième réforme constitutionnelle, je crois bien qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que l'on s'amuse avec justement l'équilibre ou le déséquilibre des institutions. Le gouvernement aujourd'hui connaît énormément de difficultés, de lenteur par rapport à la gestion de nombre de dossiers, et le président ne peut pas être partout. Il n'a pas le don d'ubiquité. Il ne peut pas gérer tous les dossiers. Il ne peut pas gérer cette crise sociale, cette crise économique, cette crise politique, justement, que le Sénégal vit, et surtout à cause des impacts néfastes et négatifs de la pandémie à coronavirus. Donc, je crois bien que lorsqu'il supprimait le poste de Premier ministre, c'était sans concertation. L'annonce avait été faite au sortir justement d'une réunion du Conseil des ministres. Hier encore, c'est au sortir d'une réunion du Conseil des ministres qu'il annonce le retour justement de ce poste-là. Cela qui veut dire qu'en réalité, il est le seul à décider de la marche du pays, même s'il est le président de la République. Je crois bien que certaines décisions devraient en tout cas le pousser à aller dans le sens justement d'une concertation. Je ne dis pas large, mais au moins avec sa coalition, avec ses députés de la majorité, pour véritablement ne pas tomber dans le piège justement du mauvais choix. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette suppression a plus que démontré que c'était un mauvais choix fait par le président Macky Sall, opéré par le président Macky Sall. Maintenant, qu'il s'agisse de Mme Mimi Touré ou d'une autre personnalité, peu importe, le plus important, c'est de travailler pour justement le Sénégal et pour les Sénégalais. Dans le laboratoire du professeur Ibrahim. Abdoulaye Mbo d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de cette actualité sénégalaise. Nous sortirons de cette édition du Journal africain par la Tanzanie avec cette nouvelle qui va sans doute ravir les jeunes étudiantes et les jeunes écolières. La ministre de l'Éducation tanzanienne a donc annoncé que les étudiantes enceintes et les adolescentes ayant déjà accouché pouvaient donc reprendre les cours. C'est un reportage que signe Christelle Wanji. La Tanzanie a annoncé sa décision d'autoriser les étudiantes enceintes et les mères adolescentes à poursuivre leurs études. Mercredi 24 novembre, balayant ainsi une interdiction très critiquée mise en place par son défunt leader, John Magufuli. En 2017, le pays avait commencé à expulser des filles enceintes des écoles étatiques et à leur interdire de retourner en cours après avoir mis au monde leur enfant, une décision critiquée par des militants des droits humains qui avaient appelé à l'abrogation de cette loi. Après le décès de John Magufuli, Samia Suluhu Hassan, qui lui a succédé à la tête de l'État, a cherché à rompre avec certaines politiques menées par ce dernier. La ministre de l'Éducation, Joyce Ndalichako, a déclaré mercredi que les écolières enceintes seront autorisées à poursuivre leurs études après l'accouchement. Je publierai une circulaire plus tard dans la journée. Il n'y a pas de temps à perdre, a-t-elle déclaré lors d'une cérémonie à Dodoma, la capitale. John Magufuli avait juré qu'aucune étudiante qui tombera enceinte ne terminerait ses études sous son mandat, affirmant qu'il était immoral que des jeunes filles soient sexuellement actives. Je donne de l'argent pour qu'une étudiante étudie gratuitement, et puis elle tombe enceinte, accouche et après ça, retourne à l'école. Non, pas sous mon mandat, avait-il déclaré en 2017. À cette époque,
Human Rights Watch avait publié un rapport dans lequel l'ONG déclarait que les responsables d'écoles en Tanzanie effectuaient des tests de grossesse en vue d'expulser des étudiantes enceintes. Cette décision avait été largement critiquée par des groupes de défense des droits humains et par des donateurs internationaux qui avaient coupé leur financement au pays en réponse aux politiques de Magufuli. La Banque mondiale avait ainsi gelé un prêt de 300 millions de dollars destiné à l'éducation des filles. La Banque mondiale salue donc l'annonce du gouvernement tanzanien sur la levée des barrières pour accéder à l'éducation, a réagi mercredi dernier l'organisation. Le parti d'opposition d'Alliance pour le changement et la transparence s'est félicité que ces efforts aient été couronnés de succès. Nous avons réussi un exemple limpide d'une lutte sur de nombreux fronts, a déclaré son leader, Zito Kabwe, président à partir de 2015, surnommé le bulldozer pour son leadership à poigne. John Magufuli, 61 ans, est officiellement mort le 18 mars de problèmes cardiaques, mais son principal opposant affirme que le dirigeant, qui n'a cessé de minimiser l'impact du coronavirus et refusé de prendre les mesures pour endiguer la pandémie, est mort de Covid-19. En succédant à Magufuli, la nouvelle présidente a largement revisité la politique du défunt président, s'engageant à défendre la démocratie et les libertés fondamentales et également à autoriser de nouveau les médias interdits. Mais l'arrestation fin juin du leader du parti d'opposition Freeman Mbowe, dénoncé par des associations et des pays occidentaux, a nuancé ces ruptures. Mbowe est actuellement en procès pour terrorisme. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition du Journal africain. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également